Bonjour et bienvenue sur Medscape. Je suis Walid Amara et j'ai l'extrême plaisir d'être entouré de mes amis, le professeur Mohamed Chetibi, président de la Société algérienne de cardiologie, le professeur Saïd Chraibi, président de l'AMCAR, qui est au Maroc, et le professeur Leïla Habid, mon ami Leïla, qui est président de la Société tunisienne de chirurgie, de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire. Et je fais une grande salutation à la présidente de la Société marocaine de cardiologie, le professeur Aïcha Awad, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été là. Donc, l'objectif, c'est de parler de Covid-19 et situation au Maghreb. On est ici à Paris, centré sur la situation française. Et c'était intéressant d'avoir un peu cet angle d'approche. Et tout de suite, pour aller à l'essentiel, je vais demander à mon ami Mohamed Chetibi, en Algérie déjà, peux-tu nous dire quelle est la situation aujourd'hui? Alors, bonjour Walid, je voudrais d'abord te saluer et te remercier pour cette formidable initiative. Effectivement, je pense, comme beaucoup de nos amis aujourd'hui, qu'il y a une situation un peu particulière au Maghreb et on pourra peut-être en débattre durant cette vidéo. Alors, la situation en Algérie, ben, écoutez, le premier cas, c'était le 25 février. C'était un ressortissant italien qui a séjourné une journée, qui a fait un voyage le 17 février. Il a séjourné une nuit à Alger et puis il est parti à Assim et Saoud puisqu'il travaillait dans le domaine pétrolier. Et le 25 février, ben, il est déclaré positif. Le 1er mars, un premier cluster dans la wilaya de Lida, à 40 km d'Alger, sud-ouest d'Alger. 16 personnes d'une même famille sont contaminées par un ressortissant franco-algérien qui est venu assister à une fête de mariage, et tu connais un petit peu nos fêtes au Maghreb. Et donc, c'est à partir de là, le 1er mars, qu'a commencé un petit peu l'épidémie en Algérie. Rapidement, les autorités algériennes ont pris la mesure des choses, puisque à partir du 15 février, on peut dire que le confinement a commencé, puisque toutes tout ce qui est sportif, les écoles ont été fermées, les mosquées, le 18 mars, les mosquées ont été fermées. Donc, le confinement a débuté rapidement et c'est ce qui a certainement permis à ce qu'on ne soit pas débordé par le nombre de cas. Au jour d'aujourd'hui, si je prends les chiffres d'hier, du 23 avril à midi, ben, on a dépassé 3000 cas en Algérie, avec quand même 400 décès. Mais les structures hospitalières ne sont pas débordées. On ne voit pas cette grande vague qu'a vécue l'Europe et notamment la France ou l'Île-de-France. Pour l'instant, on ne la voit pas. C'est plutôt une courbe en pente douce. On espère que cette courbe va s'aplatir et puis ça va diminuer. Voilà. Est-ce que tu as l'impression que vous avez atteint le pic? Alors, c'est très difficile de le dire, hein. C'est vraiment une courbe en pente douce. C'est des chiffres qui se ressemblent depuis quelques jours. D'ailleurs, c'est ce qui a poussé un petit peu les autorités à débuter hier un début de déconfinement partiel. Donc, on va voir comment ça va évoluer. Mais pour l'instant, on n'a pas vu ce pic, ce fameux pic, dans nos structures hospitalières en tous les cas. Saïd, quelle est la situation au Maroc? Ben, la situation au Maroc, bon, tout d'abord, bonjour et merci beaucoup de nous avoir associés à ce débat. Et bon Ramadan à toutes et à tous. Donc, la situation, elle est sérieuse, mais elle n'est pas du tout alarmante au Maroc. Alors, comme en Algérie, donc le premier cas, c'était le 2 mars, c'était un ressortissant italien. Et puis, par la suite, bon, il y a eu des cas. Donc, les premiers cas, c'était tous pratiquement des cas qui venaient d'Europe, d'Espagne, d'Italie, de France. Et puis, à partir du 14 mars, on a eu le premier cas local qui venait du Maroc pratiquement. Et depuis une semaine, une dizaine de jours maintenant, on commence à avoir des clusters, c'est-à-dire des foyers d'épidémie, soit au niveau des familles, soit au niveau d'usines, soit au niveau carrément de prison aussi. Donc, dernièrement, les deux, trois derniers jours, donc, on a vu une prison à Ouarzazate qui a connu un nombre qui était important
de contagion, je crois aux alentours de 250 personnes. Alors, on est actuellement, jusqu'à 10 heures du matin d'aujourd'hui, on est à 3692 cas confirmés sur 18 000 tests à peu près. Donc, il n'y a pas beaucoup de tests. Donc, jusqu'à fin mars, on était à 300 tests par jour. Là, actuellement, on est entre 1000 et 1500 tests par jour. Donc, c'est loin de ce qui se passe un petit peu, par exemple, en Allemagne, où on vise, fin avril, on vise environ 200 000 tests par jour. Donc, on est un petit peu loin de tout ça. Alors, parmi les 3692 cas confirmés, il y a 155 décès jusqu'à présent. Donc, comme j'ai dit, on est actuellement à 18 000 tests. Il y a autant d'hommes que de femmes en termes lorsque c'est pour les cas qui sont positifs, un tout petit peu plus d'hommes que de femmes, mais quand il s'agit d'essais, c'est beaucoup plus d'hommes que de femmes, 66% d'hommes versus 34% de femmes concernant les décès. Alors, notre moyenne d'âge, elle est à 42 ans, donc ce qui est relativement jeune comme âge moyenne. Et l'âge moyen des patients qui ont décédé aux alentours de 65 ans. Donc, c'est un âge un peu plus avancé. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre comme chiffre au Maroc? Le R0 au Maroc, il a baissé un petit peu. Là, il y a une dizaine de jours, on était, je pense, à 1,6. Là, actuellement, on est à 0,9, ce qui est pas mal. On est en dessous de 1. Voilà, donc comment est-ce qu'on peut interpréter tous ces résultats-là? Donc, il n'y a rien de très, très alarmant. Comme en Algérie, on n'a pas les structures de réanimation et d'urgence qui sont débordées, loin de là. Donc, on a prévu le Maroc, donc on va revenir tout à l'heure, si tu veux, sur les mesures qui ont été prises par les autorités marocaines. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas ce débordement, ce pic de la maladie, cet engorgement des structures d'urgence, de réanimation. On n'est pas encore dans ce cas de figure, franchement, parce qu'on a prévu des structures privées au cas où les structures publiques seraient débordées, mais ce n'est pas le cas du tout. Ce n'est pas le cas encore du tout. Il y a encore des lits de réanimation dans le secteur public. On avait au départ 250 lits de réa dans tout le royaume. Donc, on a élargi ça à 1600 lits de réanimation actuellement. Il y a des structures nouvelles qui sont maintenant dédiées au Covid+. Donc, on s'est préparé à la catastrophe, mais n'est pas encore là, Dieu merci. J'ai eu l'impression que le confinement a été très bien respecté, notamment au début, peut-être moins maintenant, et c'était un élément que j'avais particulièrement noté. Alors, une question comme ça, on ne sait pas si la chloroquine fonctionne, mais il me semble que le Maroc avait très vite, l'État marocain a acquis les stocks de chloroquine du laboratoire. Alors, le gouvernement marocain, il a pris des mesures, on va dire, un petit peu anticipatives et vraiment au bon moment. Donc, on salue un petit peu le gouvernement marocain dans ses prises de position et dans ses décisions quant à la gestion de cette pandémie, sincèrement. Parce que parmi les mesures, donc, il y a, donc, au départ, on faisait très, très attention à toutes les personnes qui venaient de l'étranger, notamment d'Europe, et qui présentaient de la fièvre ou une infection respiratoire aiguë. Par la suite, le 14 mars, on a fermé les frontières. Le 20 mars, c'était le confinement total. Et le confinement total au Maroc, je dirais qu'il est bien respecté. Donc, il y a des petits foyers de temps en temps où les gens ne respectent pas, mais dans l'ensemble, donc il y a un respect de ce confinement. Et pour vous dire, hier, le gouvernement a décidé qu'il y ait l'installation du couvre-feu carrément au Maroc pendant toute la période du Ramadan de 19h jusqu'à 5h du matin. Donc, même le Ramadan, le soir, les prières et tout ça, il n'y a pas. Alors, pour revenir à ta question concernant la chloroquine, bon, l'État marocain a acheté le 18 mars, donc c'était très tôt, le stock de la chloroquine de chez Sanofi. En fait, c'est une usine française à Casablanca, et donc on a racheté tout le stock de la chloroquine
ça ne veut pas dire, donc il y avait ce stock, il était aussi destiné à l'exportation dans des pays africains, dans des pays aussi européens, mais il y a une autre molécule antipaludéenne qui restait bien sûr et que le Maroc et que cette usine continue à exporter, bien sûr pas dans cette période de confinement. Qu'est-ce qu'on a fait en plus? Donc, parmi les mesures que le Maroc a entrepris, c'est éventuellement la mise en place d'un fonds pour la gestion des catastrophes qui sont reliées à cette épidémie. Et sous les directives du roi, donc le 16 mars, il y a eu l'instauration de ce fonds. Et ça a très, très bien marché. Les gens ont bien adhéré, les sociétés, les associations, tout le monde a adhéré. Et avec l'argent de ce fonds, donc, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été faites, ne serait-ce que la dernière, donc la construction de tout un hôpital donc à Casablanca, qui est prêt maintenant à recevoir le surplus de cas de Covid positif, un hôpital préfabriqué et démontable qui va accueillir 700 lits de Covid positif. Merci Saïd pour cette présentation complète et c'est l'occasion donc de demander à Leïla Abid en Tunisie où on est. Est-ce que vous avez la même sensation finalement qu'il y a peu de cas? D'abord, Walid, je tiens à te remercier ainsi que Medscape pour l'invitation. Je suis très ravie de partager cette réunion avec mes amis du Maghreb, de l'Algérie et du Maroc. Et là, en fait, la situation actuelle en Tunisie, honnêtement, elle est plus rassurante. On n'a pas beaucoup de cas, on n'a pas un nombre très important de patients. En fait, on a commencé avec le Maroc, je pense. Le premier cas qui a été déclaré a daté de 2 mars. Donc, on est pratiquement maintenant à 2 mois de la déclaration du premier cas Covid plus en Tunisie. Et la situation actuelle, au jour d'aujourd'hui, on est à 918 cas de Covid plus, avec pour 38 cas de décès. Donc, ça correspond à peu près à une mortalité de 3 par 1 million de population, à peu près 4,% de mortalité. Mais j'aimerais bien attirer l'attention que pour la mortalité, c'est stable depuis quelques jours. Depuis le 19 avril, on n'a noté aucun cas de décès. Et on est en train aussi, pour les nouveaux cas, voir un nombre aussi qui n'est pas important de 7-8 cas par jour. C'est aussi stable. Et on est en train aussi de voir plus de guéris, de patients guéris que de nouveaux cas. On est à 190 patients de guéris. Et effectivement, on se trouve même au niveau de la pente qui est descendante. Là, on a une pente descendante au niveau de la courbe. Le nombre, il est en train de patients infectés, il est en train de diminuer. Et là aussi, on est en train de faire un nombre important de tests par rapport à notre population. On a fait jusqu'à aujourd'hui 19 411 tests, c'est le PCR, là je parle du PCR, et ça correspond à 1642 tests par million de population. Donc là, honnêtement, la situation en Tunisie, elle est rassurante. Comment on peut l'expliquer? Certainement après, on peut le discuter parce que la situation n'est pas alarmante, entre guillemets, au niveau du Maghreb, mais en Tunisie, parce que je pense en partie des mesures drastiques précoces, sans retard, ont été instaurées par les décideurs et par l'État, en dépit du coût économique qui a été supporté par l'État. On ne peut pas le négliger. Et là, comme nos amis du Maghreb, il y avait l'instauration de la distanciation sociale. C'était très important depuis le 13 mars, avec la fermeture des écoles depuis le 12 mars, l'interdiction des prières collectives, la fermeture du mosquée depuis le 14 mars, la fermeture partielle des frontières le 12 mars et complète le 18 mars. Et là, je vous rappelle qu'au 18 mars, on avait 29 cas uniquement. Et quand même, les frontières ont été fermées. Et le confinement général total, là, le lockdown complet de tout le pays a été instauré le 22 mars. C'est pratiquement la même date que nos amis du Maghreb. Et là, au moment où on a donc imposé le confinement, on avait 75 cas, avec 15 nouveaux cas et 2 décès. Donc, vraiment, on a instauré les mesures précocement. Un élément aussi qui a participé au succès, entre guillemets, la réussite de la gestion du Covid en Tunisie en partie, c'est que le pilotage de la crise a été sous le contrôle de l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes,
la direction de professeur Nissar Ben Alaya, que je salue avec son équipe, qui ont fait un plan local adapté à nos moyens et donc a permis un meilleur contrôle. Aussi, un point très important en Tunisie, c'est la centralisation de la prise en charge, parce que c'était le SAMU qui est contacté, qui assure les prélèvements au début pour un meilleur contrôle de la situation. Un élément aussi très important, c'est la mise en quarantaine de tous les patients suspects dans des structures dédiées, des hôtels, et même pour certainement, il y avait des cas de débordement, mais ces débordements ont été contrôlés de façon répressive. Là, c'est-à-dire le confinement n'a pas été respecté dans 100%, c'était à peu près 70%. L'État aussi s'est chargé de tout ce qui est matériel, aussi bien matériel pour la protection du personnel médical, paramédical, mais aussi l'équipement pour le traitement. Mais aussi, vous avez des usines de masques d'ailleurs, Leïla. Vous avez des usines qui fabriquent des masques en Tunisie. Oui, voilà, juste après pour le masque, c'est juste pour dire aussi, il y a aussi même les sociétés civiles. Donc, il y a l'État, mais aussi les sociétés civiles qui n'ont épargné aucun effort pour fournir du matériel. Donc, le matériel, effectivement, il y a nos ingénieurs qui ont fabriqué des visières, les combinaisons de protection. Il y a même certaines équipes à Sousse qui ont fabriqué des machines de CEPA et même un prototype de respirateur automatique qui a été validé par le département de l'équipement et du matériel au ministère de la Santé. Et le prototype, il est disponible actuellement à l'hôpital de Sousse. Et même, il y a un autre prototype en cours de validation à Sfax. Il y a aussi la fabrication des cabines pour la détection de la température à l'entrée des hôpitaux pour aider les circuits de tri là, qui étaient très bien développés au niveau des hôpitaux. Il y a même aussi des drones. Actuellement, il y a, depuis hier, je pense, on a commencé à utiliser des drones pour le dépistage de masse et détecter c'est-à-dire mesurer la température chez ces patients-là. Merci Leïla. Et je voudrais revenir sur le sujet que justement Mohamed Chatibi a abordé au départ, qui est cette hypothèse de gradient nord-sud. Et ce serait assez intéressant que tu nous dises ce que tu en penses. Bah, écoute, Walid, on a très bien vu avec nos amis marocains et tunisiens qu'il y a eu exactement les mêmes mesures pratiquement au même moment au pays du Maghreb, que ce soit au Maroc, Algérie ou en Tunisie. À quelques jours près, pour ne pas dire quelques heures, on a appliqué exactement les mêmes mesures. Un confinement pratiquement général, quasiment un couvre-feu en Algérie et au Maroc, un arrêt de tous les moyens de transport. Donc certainement, ça a aidé à ce que les courbes en Algérie, en Tunisie et au Maroc soient plutôt des courbes à pente douce. Maintenant, si on compare aux autres pays, en France par exemple, on voit aussi ce gradient. Au nord de la France et au sud de la France, ce n'est pas du tout le même nombre de patients. Donc, il y a certainement un facteur extrinsèque. Peut-être que c'est la douceur du printemps qui arrive, qui est un peu plus précoce dans nos pays à nous, qui peut-être diminuerait le risque de contagion, en tous les cas, la contagiosité de ce virus. Peut-être c'est une explication, en tous les cas, que moi j'évoque. Je ne sais pas si Leïla ou notre ami peut nous en dire un peu plus. Alors, en deux mots si je peux. Alors, il y a les mesures de restriction, les mesures de confinement, ça a été bien respecté. Je pense que ce sont des mesures qui sont pour quelque chose. Hein. Donc, on est sur la bonne voie grâce à ces mesures. Il y a un petit biais, certainement, c'est que le nombre de tests qui sont faits dans nos pays, c'est vrai que ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait souhaité qu'il y ait. Et là, je pense qu'en ce qui concerne le Maroc, on est en train de se préparer pour le déconfinement, éventuellement, si jamais il y en a le déconfinement, on est en train de se préparer pour augmenter le nombre de tests quotidiens. Voilà, donc ce sont ces deux éléments. Mais il y a un truc qui ne ment pas et qui est rassurant, c'est le fait qu'on n'a pas beaucoup de décès. C'est le fait qu'on n'a pas beaucoup d'engorgement des services de réanimation. C'est que les services publics et les services de réanimation ne sont pas encore engorgés, ils ne sont pas encore pleins. Et on peut pas mentir dans ce genre de truc. Et donc, je pense qu'il y a un travail qui a été fait
qui a payé. Il faut continuer dans ce sens, il ne faut pas lâcher dans nos pays. Et puis voilà, donc on va voir si on continue dans ce cas de figure et dans cet élan. Je pense on va essayer de vaincre un petit peu cette épidémie. Leïla, un dernier commentaire? Je pense certainement que ces mesures prises elles sont primordiales pour gérer la situation, comme le couvre-feu, comme aussi les protocoles qui ont été instaurés précocement. Nous, en tant que société savante, on a participé à l'élaboration des guides pratiques qui sont en perpétuelle actualisation, comme l'instauration de traitements anticoagulants précocement, l'instauration aussi de l'hydroxychloroquine, qui ont aussi aidé à diminuer le risque de mortalité et aussi la contagion, mais aussi probablement, il y a d'autres explications, comme l'a dit Dr Chetibi, concernant le climat. Probablement, on a un climat qui est un peu plus chaud. Là, le virus est arrivé au Maghreb à un stade plus tardif par rapport à l'Europe. Un climat plus chaud, aussi les plus secs. Il y a aussi probablement aussi la pollution qui peut être impliquée, les particules qui peuvent aussi acheminer avec eux le virus. Est-ce qu'il y a un peu peut-être aussi on peut impliquer l'alimentation? Est-ce qu'il y a un côté génétique? Bien qu'en Tunisie, on a fait le séquençage de l'ARN du virus. Et là, apparemment, le virus, il n'y a pas de mutation. C'est pratiquement le même virus de la Chine, de l'Europe, de l'Amérique. Donc, peut-être, certes, les mesures drastiques, elles ont joué un grand rôle, mais peut-être il y a ce virus mystérieux nous échappe. Peut-être il faut creuser encore plus. Mais honnêtement, ce qui est rassurant, heureusement, qu'au Maghreb, on n'est pas encore débordé, que les structures ne sont pas encore débordées. Merci, Leïla. Mais peut-être là, en Tunisie, on est en train de effectivement se préparer pour le déconfinement. Probablement le 4 mai, on va commencer le déconfinement. On est en train, comme vous l'avez dit, préparer un nombre très important de masques, des milliers de masques de production locale, les tests rapides aussi. Mais là, on va avoir la réponse le jour où on va commencer ce déconfinement partiel. Soit on va avoir vraiment un éclatement de nombre de patients qui vont être positifs, soit on va créer, c'est-à-dire la joie, c'est qu'on a réussi à vaincre ce virus. Mohamed, un dernier commentaire, Un dernier commentaire, effectivement, j'avais parlé du caractère commun des décisions prises par nos autorités communes au Maghreb sur le confinement, mais il y a aussi un caractère commun sur pratiquement les protocoles de prise en charge. Et sur les 3 pays du Maghreb, on a pratiquement le même protocole de prise en charge avec un traitement rapidement instauré dans les formes modérées, rapidement démarrer le traitement par de l'hydroxychloroquine, mais aussi par l'association à l'azithromycine. Et peut-être que cette mise en place de ce traitement précoce, sans vraiment de données scientifiques réelles, peut-être aurait permis de diminuer le nombre de cas graves, mais on ne sait pas encore. L'hydroxychloroquine, celui qui dira si ça marche vraiment, il est très fort. Voilà. Peut-être aussi, Walid, on a eu de la chance aussi d'avoir cette pandémie en retard par rapport aux autres pays. Donc, on a eu de la chance de profiter de leur expérience parce que là, avec le webinaire qu'on est en train de faire, là, nous, par exemple, la Société tunisienne de cardiologie, on a eu de la chance de faire cet échange d'expérience avec des experts aussi bien français. On va avoir aussi même des experts chinois. Et là, ça nous aide effectivement à instaurer précocement les traitements avant même d'attendre les études based evidence medicine, les études randomisées. Donc là, je pense aussi que ça a joué en partie un rôle dans le contrôle de la situation. Bon, je vous remercie vraiment de votre temps, d'avoir consacré du temps pour se parler. Je retiens de toute manière que l'hypothèse, et j'espère que c'est vrai, que le climat fera en sorte qu'il y ait moins de cas et qu'on arrive sur des jours plus chauds, ce serait génial. N'oublions pas cette solidarité qui s'est exprimée, comme vous l'avez très bien dit, Leïla, tous sur tout ce qui aidait à tous les niveaux. On l'a vu en France, mais vous l'avez vu chez vous. Merci encore, merci Mohamed Chetibi, merci Saïd Shraibi, merci Leïla Abid de votre temps. Merci Medscape de nous avoir donné l'occasion de nous parler et à très très bientôt. À bientôt.